Si je mourais aujourd'hui, si je changeais de plan, j'écrirais sur la pierre que l'homme doit comprendre tout. Et j'écrirais sur la pierre que je comprends tout. Et on viendrait brûler et détruire la pierre. Parce qu'on dirait que je suis un imposteur. Parce que l'homme est dans son moi et son moi-même. L'homme ne peut pas ça. L'homme ne peut pas concevoir comprendre tout, parce que comprendre tout, ce n'est pas une condition du moi et du moi-même. C'est une condition de soumission à la mémoire du temps, lorsque l'esprit, lui, est libre. Nous devons confronter au cours de l'évolution future l'esprit dans l'homme. Et quand je dis que l'homme doit confronter l'esprit en lui, je veux dire que l'homme doit être capable au niveau de son moi et de son moi-même de voir jusqu'à quel point l'esprit est capable d'être replié, repoussé par sa conscience astrale. Il y a un homme qui est capable de sentir jusqu'à quel point son esprit est repoussé par sa conscience astrale. L'homme a une juste valeur de son moi et de son moi-même. Et lorsque l'homme n'est plus repoussé par sa conscience astrale, à aucun niveau, il est dans son esprit. Et lorsqu'il est dans son esprit, il est libre. Lorsqu'il est libre, il sait. Et lorsqu'il sait, il peut déchirer les voiles de l'esprit, c'est-à-dire entrer de plus en plus profondément dans le temps de l'esprit et recouvrir ce qui a été par le passé couvert par les notions provenant de l'expérience qui ont donné à l'homme la condition que nous connaissons, son moi et son moi-même. L'homme ne peut plus se permettre d'être dans l'ignorance à aucun point de vue. L'homme doit connaître tout. Mais pour que l'homme connaisse tout, il faut qu'il soit suffisamment intelligent. C'est-à-dire que pour que l'homme comprenne tout, il faut qu'il soit suffisamment en dehors de son moi et de son moi-même. Parce que être intelligent, ce n'est pas une vertu du moi et du moi-même. C'est la manifestation de l'esprit, c'est un phénomène. Mais lorsque l'homme possède l'impression d'être intelligent parce qu'il possède un moi et un moi-même, il n'est pas dans le savoir, il est simplement dans la notion du savoir. Et ceci peut être dangereux pour lui, mais aussi dangereux pour les autres avec lesquels il parle. Les conventions de l'homme ne sont pas les conventions de l'esprit. L'esprit crée ses conventions au fur et à mesure qu'il descend dans l'homme. Et plus l'esprit descendra dans l'homme, plus les conventions de l'esprit seront hautement refusées et refusables par le moi et le moi-même de l'homme, parce que le moi et le moi-même de l'homme a été conçu par l'astral pour empêcher que l'esprit entre en lui. Le moi et le moi-même a été créé pour empêcher que l'esprit entre et descende dans la matière. Ça vous donne une idée jusqu'à quel point l'homme est loin de son esprit. L'homme un jour doit, dans sa matière, ne voir aucune différence entre son esprit et lui-même. Et pour que l'homme ne voie aucune différence entre son esprit et lui-même, l'activité de son esprit sur le plan matériel, il faut qu'il n'y ait plus en lui de moi et de moi-même. Et lorsque l'homme sentira ceci, qu'il sera dans ceci, qu'il sera dans cet esprit, l'homme sera un être supérieur, l'homme sera un être. L'homme sera un être complet. Et lorsqu'il sera un être complet, il vivra une vie complète. Et lorsqu'il vivra une vie complète, il saura qu'est-ce que c'est la vie. Sur le plan où il est, où il sera, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur un autre plan. Sa vie sera complète. Et lorsque la vie de l'homme sera complète, il ne pourra pas ne pas enrichir la vie des autres. Mais pour que l'homme enrichisse la vie des autres hommes, il faut que sa vie soit complète. Si elle n'est pas complète, il peut avoir l'impression de l'enrichir. Mais souvent, il s'enrichit lui-même, ou dépend des autres, à cause de son moi et de son moi-même. La vie dans l'homme, elle commence entre les deux yeux. La vie dans l'homme, elle est entre les deux yeux, parce que l'esprit dans l'homme se situe entre ces deux yeux. Et c'est entre les deux yeux que l'homme doit commencer tout mouvement dans sa vie. C'est à partir de cette position géographique dans son corps matériel qu'il doit engendrer tout.
Et l'homme doit être suffisamment en dehors du moi et du moi-même pour être capable de constamment déchirer les voiles de l'esprit, parce que déchirer les voiles de l'esprit, c'est la seconde étape de l'évolution de l'humanité. Et quand je dis que c'est la seconde étape de l'évolution de l'humanité, je veux dire que c'est l'étape qui suivra celle de la prise de conscience de l'homme. Et l'homme, en déchirant les voiles de l'esprit, l'homme ira chercher dans le cosmos toute la connaissance dont il a besoin pour fabriquer, sur quelque plan que ce soit, des conditions de vie qui conviennent à son esprit. Mais si nous parlons de convenance à l'esprit, qu'est-ce que nous voulons dire? Convient à l'esprit ce qui est beau, convient à l'esprit ce qui est ordonné, convient à l'esprit ce qui est harmonieux, convient à l'esprit ce qui est grand, convient à l'esprit ce qui est petit, convient à l'esprit ce qui est parfaitement fait. Tout le reste ne convient pas à l'esprit. Tout le reste est astral. Convient à l'esprit tout ce qui est beau parce que l'esprit étant le réel de l'homme, le réel étant cette condition chez l'homme qui n'est pas tachée par l'irréel, le beau étant la plus haute manifestation de ce que l'esprit peut faire sur tel ou tel plan, la beauté étant essentielle à l'esprit, la beauté devient nécessaire pour l'homme. Et lorsque la beauté devient nécessaire pour l'homme, l'homme se fait une vie belle, se construit une civilisation qui est belle. C'est pourquoi la beauté est si importante pour l'homme, parce qu'elle est une condition de l'esprit, émanant de sa perfection, émanant de son stage de plus en plus élevé. Et plus l'homme avancera dans le temps, plus la beauté sera grande. Et quand je parle de la beauté, je parle de la beauté à tous les niveaux. La beauté dans la vie matérielle, la beauté dans le vêtement, la beauté dans la maison, la beauté, tout ce qui est beau, ce qui n'est pas beau devrait être retiré de la vie de l'homme. Et il ne faut pas s'imaginer que l'homme puisse un jour ne pas vibrer à ce qui est beau. Parce que lorsque l'esprit sera dans l'homme, l'homme sera obligé de s'ajuster à ce qui est beau. Et ce qui est astral dans l'homme et qui permet à l'homme de vivre de quelque chose qui est moins beau, ou de moindre beau, sera rejeté par l'homme parce que l'esprit sera trop présent en lui. Et la mesure de l'entretien chez l'homme de ce qui est beau est la mesure de la descente en lui de son esprit ou de la sensibilité de son esprit. Il y a des hommes qui vivent du beau, qui aiment le beau. Ceci provient de la sensibilité de leur esprit. Mais il peut y avoir beaucoup de moi et de moi-même là-dedans. Mais là où il n'y a pas de moi et de moi-même et qu'il y a simplement du beau, c'est un beau qui n'est pas obtrusif, qui n'est pas éclatant, qui n'est pas évident. C'est un beau qui est harmonieux, qui est calme. Et l'homme vivra demain dans un beau. L'homme aura besoin de beau. Et sera mesurée la beauté de l'homme et la grandeur de l'homme selon sa capacité d'entretenir autour de lui le beau. Parce que le beau est la manifestation sur le plan matériel de l'esprit. Le moi et le moi-même ne sont pas des conditions de l'homme que l'homme peut éliminer de sa conscience par désir. Le moi et le moi-même sont des conditions de l'homme qui font partie de sa conscience astrale, de sa conscience astralisée. Et ce moi et ce moi-même disparaît petit à petit au fur et à mesure que l'esprit entre dans l'homme et que l'homme fait la connexion entre son esprit et sa nature inférieure. Il est inutile pour l'homme d'essayer de ne pas être moi-même ou de ne pas être dans son moi. Ce serait un effort inutile. C'est un peu comme pour l'homme d'essayer de ne pas penser. L'homme cesse graduellement de ne pas penser. Ça fait déjà partie de la disparition du moi et du moi-même, de ne pas penser. Mais ce que l'homme doit comprendre du moi, d'abord, à l'exclusion du moi-même, c'est que le moi a tendance à prendre avantage des autres moi. C'est la nature du moi. Le moi-même a tendance à vouloir se donner de la valeur. Autrement dit, le moi, c'est un aspect de l'homme qui prend avantage des autres moi, qui va à l'extérieur dans le monde chercher quelque chose pour lui, pour satisfaire son moi-même.
Le moi, c'est la main qui vole, et le moi-même, c'est la valeur. Et l'homme doit trouver un jour l'équilibre entre le moi et le moi-même pour ne jamais voler et ne jamais être voleur. Mais tous les hommes volent et tous les hommes sont voleurs, parce que tous les hommes ont un peu de moi et de moi-même. Ce que j'appelle le vampirisme, l'absence de centricité. Je dépersonnalise pour quelques minutes pour te faire comprendre quelque chose. Alors nous parlons aux hommes comme si nous sommes des êtres extérieurs. Nous parlons aux hommes comme si nous sommes des êtres faisant partie d'une hiérarchie. Pourquoi nous parlons aux hommes de cette façon? Nous parlons aux hommes de cette façon parce que les hommes sont obligés de nous recevoir de cette façon parce que les hommes possèdent un moi et un moi-même. Si les hommes n'avaient pas de moi et de moi-même, nous n'aurions pas à parler aux hommes de cette façon, nous parlerions aux hommes d'une autre façon et, parlant aux hommes d'une autre façon, nous pourrions engendrer dans les hommes une autre énergie, une autre vibration. Ce qui séparerait les hommes, c'est-à-dire les hommes complets des hommes qui ne le sont pas, ce qui séparerait la 5e de la 6e race, ce qui permettrait à certains hommes de reconnaître qu'il n'y a pas dans l'homme, sur le globe matériel où vous êtes, de conditions inférieures à l'esprit. Mais que les conditions inférieures à l'esprit ne sont que des conjonctions psychologiques créées en vous à cause du fait que vous possédez une mémoire, à cause du fait que vous possédez des mots et à cause du fait que les mots ont créé en vous l'impression d'un moi et d'un moi-même. Vous devez un jour réaliser que l'esprit, ce que Bernard de Montréal appelle l'esprit, ce n'est pas la convention hiérarchique d'être en dehors de l'homme, mais que l'esprit est effectivement une quantité d'énergie suffisamment éternisée pour demeurer stable pendant un certain temps à l'intérieur d'une carapace matérielle qu'on appelle le corps humain. Alors, de l'esprit, c'est une quantité d'énergie qui est éternisable, c'est-à-dire qui est stabilisée, qui est stabilisante et qui stabilise tout ce dont, ou tout ce en vertu duquel, ou tout ce à l'intérieur duquel elle pénètre. L'esprit, ce n'est pas une notion. L'homme a une notion de l'esprit parce que l'esprit, lorsqu'il parle, est obligé d'employer des mots, des formes, et leur donner une signification pour que l'homme ait une notion quelconque de ce qui est en dehors de son moi et de son moi-même. Pour que l'homme puisse comprendre éventuellement, pour que nous puissions amener éventuellement l'homme en dehors de son moi et de son moi-même. L'homme un jour doit sortir de son moi et de son moi-même. L'esprit doit descendre dans la matière, et lorsque l'esprit descend dans la matière, l'homme perd son moi et son moi-même. Mais nous avons constitué des conditions de vie à travers les mots, à travers le verbe, pour que l'homme puisse avoir une notion quelconque de ce qui est en dehors de la matière. Nous devions préparer l'homme. Mais regardez, nous disons nous devions préparer l'homme. Pourquoi disons-nous nous devions préparer l'homme? Est-ce que nous disons nous devions préparer l'homme parce qu'il y a plusieurs esprits? Est-ce qu'il y a plusieurs esprits dans le cosmos ou est-ce qu'il n'y a qu'un esprit dans le cosmos? Il n'y a qu'un esprit dans le cosmos. Mais pourquoi avez-vous l'impression qu'il y a plusieurs esprits dans le cosmos? Parce que vous avez divisé à travers vos notions la nature de l'esprit afin de donner à vos personnalités une valeur quelconque, permettant à votre moi et à votre moi-même de se différencier des autres moi et des autres moi-même pour que vous ayez sur le plan de votre personnalité, de votre personne, une valeur quelconque, une valeur unitaire vous permettant de vivre une vie à l'intérieur de certaines lois qui régissent la propriété de l'homme, qui régissent le droit à la propriété de l'homme, qui régissent le droit à la possession de l'homme. L'homme a été doté d'un pouvoir de droit de possession. Mais ce droit, ce pouvoir de possession, il est régi par quoi? Il est régi par les mots qui sont dans votre tête. Les mots qui sont dans votre tête étant mis là, à l'intérieur de votre cerveau, par l'esprit, à travers, ou qui doit, à travers l'astral, s'impliquer dans votre conscience humaine, pour que l'homme puisse évoluer et créer ce que vous avez appelé sur le plan matériel une civilisation. Mais vous reconnaîtrez un jour, lorsque vous serez en dehors de votre matière, lorsque vous serez en dehors de votre moi, en dehors de votre moi-même, que l'esprit est une condition parfaite de l'énergie universelle, totalement unifiée, et qu'il n'y a aucune division dans l'esprit, et c'est pourquoi nous parlons des hommes qui seront dans l'esprit demain comme ayant une conscience universelle. Pour le besoin de l'approximation de la valeur de la personnalité, en fonction du besoin du moi et du moi-même chez l'homme créé durant la période de l'évolution, nous parlons d'esprit ici, d'esprit là, ou de ces milliards d'esprits. Mais ça, c'est une convention. Et l'homme comprendra un jour que la totalité de l'énergie qui constitue le matériel de l'esprit dans le cosmos
est ce que vous appelez vous Dieu. Et lorsque l'homme aura constitué sa nature, lorsque l'homme aura dépassé les limites de la notion, lorsque l'homme aura dépassé les limites de la notion intelligente, pour entrer dans la notion créée pour le besoin de l'esprit qui pénètre dans la matière de l'homme, et que l'homme ne vivra plus de la connaissance de la notion, mais vivra du savoir qui lui permet de canaliser l'énergie de l'esprit sur le plan matériel pour que la notion devienne simplement un reflet de ce qui est probablement dans telle ou telle direction, l'homme pourra à ce moment-là commencer à concevoir que l'esprit est infini, que l'esprit est indivisible et que l'esprit se manifeste totalement à tous les plans, sur tous les plans, et que l'esprit existe dans tous les hommes, qu'il existe dans tous les animaux, qu'il existe dans toutes les plantes et qu'il existe dans toutes les matières solides, de sorte que l'esprit que l'homme a appelé dans une notion d'absolu Dieu est cette condition d'harmonie permettant à une énergie de descendre sur des plans inférieurs pour que prenne naissance éventuellement à travers la notion d'une conscience qui permet éventuellement à ces êtres, à ces hommes de communiquer avec nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme de communiquer avec nous? L'homme n'a pas besoin de communiquer avec nous si nous sommes dans l'homme. L'homme doit communiquer avec nous si nous sommes à côté de l'homme, c'est-à-dire si nous sommes un peu sous sa notion du moi et du moi-même. S'il y a le moi et le moi-même entre l'homme et nous, parce que l'homme possède des notions à travers le verbe que nous infusons dans son esprit pour le bénéfice de son évolution mentale, à ce moment-là, il est évident que l'homme doit vivre dans une perspective de dualité, dans une perspective de polarité, et l'homme ne peut pas se concevoir en tant que maître de l'énergie, l'homme ne peut pas se concevoir en tant qu'unité de conscience. L'homme ne peut pas se réaliser en tant qu'être totalement harmonisé à d'autres hommes. L'homme ne peut pas réaliser sur le plan matériel le fameux phénomène de la conscience universelle. Mais je vous dis que l'homme et que l'esprit de l'homme sont un, et que l'esprit est un, et que la division de l'esprit, ce qui a amené l'homme à cause de la notion du moi et du moi-même de créer la notion de la hiérarchie, est simplement une convention établie sur l'esprit de l'homme, c'est-à-dire sur le cerveau de l'homme, sur l'aspect pensant de l'homme, une condition lui permettant de justifier l'action positive de sa conscience en vertu d'une évolution possible. Un jour, l'homme reconnaîtra que l'esprit est unitaire, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le cosmos, et que la seule hiérarchie qui sera établie sur le plan cosmique, c'est-à-dire sur le plan de l'évolution, sera une hiérarchie qui conviendra déjà à certaines mesures différentes de l'esprit, se propulsant d'une façon différente dans différents modes de construction solide, que vous appelez vos corps physiques, pour qu'un jour, l'homme en arrive à réaliser qu'il existe dans le cosmos ce que vous pouvez appeler une hiérarchie, mais étant simplement une descente de moins en moins raffinée de l'énergie de l'esprit. Et c'est le fait qu'il y a de l'esprit plus raffiné sur certains plans d'évolution que sur d'autres plans d'évolution qu'il existe ce que vous appelez la hiérarchie. Mais l'homme doit un jour sortir de la notion de la hiérarchie parce que l'homme doit un jour être capable de manipuler ce qui est esprit sur le plan matériel, sur le plan végétal, sur le plan animal et sur le plan humain pour pouvoir comprendre, connaître tout ce qui est du cosmos et entreprendre sur le plan matériel une civilisation qui est à la hauteur de son esprit. L'homme découvrira que toute notion, absolument toute notion, n'a aucune signification. Et lorsque l'homme aura découvert que toute notion n'a aucune signification, l'homme aura découvert ce que c'est que de l'esprit. Et à ce moment-là, il n'y aura plus dans l'homme de moi et de moi-même. Il n'y aura plus dans l'homme de division. Alors, c'est très important que les gens fassent attention aux notions. La notion divise. Je vous donne un exemple. Je parle de la création dans le monde d'une micro-société. Quand je parle d'une micro-société, de la formation sur la Terre d'une micro-société, je parle de choses qui sont en voie de se faire, mais qui ne se font pas de la façon dont voudrait l'homme. La micro-société, ce n'est pas une société telle que l'homme l'entend à l'intérieur de sa notion. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on appartient parce que l'on veut. Ce n'est pas un club privé, la micro-société. Ce n'est pas une société secrète, la micro-société. La micro-société, c'est l'accumulation dans le monde au cours des siècles. La relation dans le monde au cours des siècles d'hommes étant dans leur esprit et fonctionnant d'une façon unitaire. C'est ça la micro-société. Il y a des gens qui ont l'impression que,
ou qui voudraient appartenir à cette micro-société. La notion peut créer énormément d'ambiguïté dans le cerveau de l'homme. La micro-société est déjà en formation. La micro-société commence aussitôt que l'esprit est dans la matière, et l'esprit est dans la matière depuis longtemps. Être dans une micro-société, former une micro-société, ça fait partie du pouvoir de l'esprit dans l'homme. Ça ne fait pas partie des conventions du moi ou du moi-même de l'homme. L'homme n'appartient pas à une micro-société parce qu'il le désire. C'est vibratoire. Former une micro-société. Alors, si on vous approche un jour et on vous dit, est-ce que tu aimerais appartenir à la micro-société? Faites attention. Vous allez vous faire enculer par vous-même. Hein? Et par ceux qui ont de bonnes intentions. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions. Et les gens qui sont les plus aptes à retarder votre évolution sont justement les gens qui ont de bonnes intentions. Parce que les gens qui ont de bonnes intentions, on ne les voit pas. On ne comprend pas leur ignorance. On ne fonctionne qu'en vertu de leurs bonnes intentions. On dit, ben oui, je vais appartenir à la micro-société. Comment ça coûte? Je vais te faire un check. Et ces gens ont une bonne intention. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, la micro-société. Ils ont la notion. Et à cause de leurs bonnes intentions, de leur spiritualité, de leur notion, de leur moi, de leur moi-même, ils veulent fonctionner, façonner cette micro-société. La micro-société se façonne par l'esprit, dans l'état de l'esprit, et non pas dans l'état du moi-même de l'homme. L'homme devra apprendre à surveiller tous les hommes. L'homme devra apprendre à surveiller tous les hommes, surtout ceux qui ont de bonnes intentions. Ce sont les plus dangereux. Ce ne sont pas ceux qui sont mauvais ou qui ont de mauvaises intentions qui sont dangereux. Ils sont évidents. Ce sont ceux qui ont de bonnes intentions qui sont dangereux, parce qu'ils vous mettent sur une fausse trace sans le savoir. C'est pour ça que l'homme doit devenir très intelligent, c'est-à-dire qu'il doit être dans son esprit doit être en lui, il doit être totalement en dehors du moi et de moi-même, il doit être totalement en dehors de la notion. La notion, c'est du poison. Je vous le dis, pour les années à venir, on vous approchera un jour et on vous dira, est-ce que tu veux appartenir à la micro-société? On vous approchera un jour et on voudra que vous apparteniez à ci, que vous apparteniez à ceci et à cela. Parce qu'on aura de bonnes notions, de bonnes intentions. L'homme n'a à appartenir à rien, et l'homme ne doit appartenir à rien. L'homme n'appartient à rien. Je parle de l'homme conscient, l'homme supramental. L'homme n'appartient à rien, il est totalement centrique. Il peut travailler avec des hommes centriques et former quelque chose que nous appelons une micro-société. Mais ce qu'il fait provient de son esprit, de l'activité de son esprit, et non pas de son moi et de son moi-même. L'homme ne doit rien à personne, l'homme ne doit s'attacher à personne, et ne doit pas s'attacher non plus à quoi que ce soit qui soit organisationnel. Tout ceci fait partie de l'évolution. L'homme doit être un individu totalement autonome, comme la plante dans le champ est autonome de l'autre plante dans le champ, mais ensemble, elles forment un beau jardin. Fin break. Du moi, puis du moi-même, puis de l'esprit. Maintenant, il s'agit de comprendre comment est-ce que l'esprit détruit le moi puis le moi-même. Alors, dans l'expérience de l'homme, il y a deux phases. Quand l'homme n'est pas suffisamment conscientisé, mais que l'homme prend conscience, la première phase lui fait réaliser que la descente de l'esprit dans la matière, le conflit ou le combat entre l'esprit et l'astral
se réfléchit chez l'homme dans une sorte d'impuissance qui peut créer chez l'homme une sorte de fâché en dedans. T'es en maudit en dedans. Ça, c'est la première phase. Mais ça, c'est pas la phase finale. Quand l'esprit descend dans la matière, la vibration de l'esprit est tellement forte que quand elle passe à travers la conscience astrale de l'homme, elle éveille dans l'homme tout ce qui est astral en lui. Quand l'homme est inconscient, il vit naturellement de ce qui est astral en lui. Comme il ne subit pas de trop forte pression de l'esprit, il vit de ce qui est astral en lui. Mais quand l'homme commence à se conscientiser et que l'esprit commence à descendre sur le plan de sa matière, là, il se crée un choc vibratoire entre sa conscience astrale et l'esprit. Et ça crée dans le moi et le moi-même de l'homme ce que j'appelle du fâché, un état d'être fâché, d'être en maudit. Ce que je veux analyser, c'est cette partie-là. Comme l'homme n'est pas fusionné encore, comme l'homme n'est pas parfaitement dans son esprit, quand il vit le fâché, l'état d'être fâché, cet état étant le produit de la descente de l'esprit dans sa conscience ou à travers son plan astral, ce qui éveille en lui de l'astralité, de l'activité pensante subjective, dans toutes ses formes possibles imaginables. Et quand ceci se produit, l'homme doit être suffisamment intelligent, autrement dit, suffisamment près de son esprit pour se désengager du fâché en lui, qui est de l'astral combattu par son esprit. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit capable de subir le fâché en lui, le vivre, le souffrir, si vous voulez même, le fâché en lui, mais sans l'extérioriser envers d'autres. Ça, c'est pas facile. Si vous l'extériorisez envers d'autres, vous tombez dans le jeu de l'astral. Si vous le contenez, à ce moment-là, vous forcez éventuellement l'astral de lâcher prise. Automatiquement, il se diminue en vous du moi et du moi-même. Comprenez-vous l'idée? Si vous l'extériorisez envers d'autres, vous continuez à nourrir le moi et le moi-même. Puis là, à ce moment-là, vous faites la très grande erreur que j'appelle de toujours se donner des excuses cosmiques. Vous allez dire, mais c'est eux autres qui me font faire ça. C'est eux autres. C'est l'ajusteur à penser. C'est subtil. Alors ça, c'est la mécanique de ça. L'esprit rentre, il passe à travers la conscience astrale, il fait vibrer la conscience astrale, tout ce qui est astral vibre dans l'homme, l'homme se fâche, et l'homme fait l'erreur de dire, bon ben, c'est eux autres en haut, la grande excuse. Quand c'est pas que c'est eux autres en haut, c'est que les autres, l'astral, réagit à la pénétration de l'esprit, et automatiquement, ça amène l'homme à continuer à se constituer un moi ou un moi-même. Mais pour que l'homme puisse contenir cette force de son esprit à lui, qui pénètre dans les couches astrales de sa conscience, il faut qu'il soit suffisamment conscientisé. Il faut qu'il soit suffisamment avancé dans sa conscience. Il faut qu'il comprenne suffisamment les illusions de tout ça.
Puis éventuellement, il en arrive à un point où il est capable de contrôler la descente de l'énergie de l'esprit à travers l'astral. Puis éventuellement, il en devient tellement bon. Il devient tellement bon à être capable de contrôler la pénétration de son esprit à travers les côtes astrales que personne ne sait qu'il est dans son esprit. S'il veut pas. Autrement dit, il peut devenir tellement smooth, tellement neutre, que même en dedans, si c'est une fournaise ardente, personne ne va le savoir. S'il veut servir l'énergie de la fournaise, là, tout le monde va le savoir. Mais s'il veut pas, là, s'il veut contrôler ça, cette énergie-là, s'il n'a pas de besoin, autrement dit, s'il n'a pas besoin de l'énergie de son esprit, personne ne le sait. Mais s'il n'est pas capable de contrôler l'énergie de son esprit, là, il va astraliser cette énergie-là. Là, son moi et son moi-même vont rentrer en jeu, toutes les 7 qu'on connaît. Tu sais, quand on se lève le matin et qu'on a le faux cul, on est tout croche. Ce croche-là, il provient de la présence de l'esprit qui rentre, mais qui est bardassé par l'astral. Quand un homme se lève le matin, il devrait être pareil comme quand il se couche le soir. On devrait être toujours bien tout le temps. Pas de temps en temps, t'es bien, de temps en temps, t'es pas bien. Mais à cause de notre astralité, quand ça rentre, cette affaire-là, ça bardasse tellement l'astral qu'on se relève le matin, puis ça commence dans la nuit, dans les rêves. Tu rêves dans la nuit, chose que ta femme accouche avec un autre, puis là, tu te lèves le matin, t'es tout croche. Pourtant, tu sais que c'est un rêve, mais t'es croche pareil. Fait que la diminution graduelle du moi et du moi-même, ben ça se fait graduellement, la diminution du moi et du moi-même. Ça se fait en prenant conscience que quand ça bouille en dedans, parce que justement l'esprit descend la matière, puis qui rencontre ces couches d'énergie-là, qu'on doit apprendre à contrôler ça et ne pas diriger cette énergie-là vers l'extérieur. Tu te sers de cette énergie-là quand il faut que tu crées des chocs, consciemment, en vie. Mais ça fait partie de l'activité de ton esprit, ça fait plus partie de l'activité de ton moi-même. Mais d'ici à ce temps-là, il faut que vous fassiez attention, parce que c'est votre moi-même qui va se servir de cette énergie-là, puis automatiquement, ça va créer des chocs, évident. Mais des chocs qui sont pas nécessaires. Vous perdez de l'énergie pour rien, vous faites de la peine aux autres pour rien. Un homme ne devrait jamais faire de peine à personne. Faire de la peine à quelqu'un, c'est totalement astral, même si vous avez des bonnes raisons. C'est totalement anti-esprit, faire de la peine à quelqu'un. C'est un jeu totalement de l'astral. Total. Faire de la peine à quelqu'un. S'il y a quelque chose d'anti-esprit, c'est bien ça. C'est anti-intelligence, faire de la peine à quelqu'un. Donner un choc à quelqu'un pour son évolution, ça c'est créatif. Il faut que tu sois dans ton esprit pour ça. Puis à ce moment-là, tu es tellement dans ton esprit que tu rebalances la vibration anyway. Fait que tu fais pas de peine à quelqu'un. Mais tant que tu as du moi et du moi-même qui est bouleversé à cause du choc de pénétration de l'énergie de l'esprit dans l'astral, c'est évident que vous allez faire de la peine à bien du monde pour rien. Ça, je vous dis, c'est un point de référence fantastique, ça. Aussitôt que tu fais de la peine à quelqu'un, aussitôt que, c'est astral. T'es pas capable de contenir l'énergie. Parce que l'esprit, c'est toujours là. Il essaie de rentrer, il essaie de rentrer, il essaie de rentrer, il est barré, puis il est barré, puis il est barré, puis il est barré, puis il est barré par l'astral. Des fois, il fait une percée, paf. C'est pour ça qu'on a des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas dans la vie. Parce que l'esprit est toujours là, puis il essaie, puis il essaie, puis il essaie, puis il essaie. Fait qu'on a toujours des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas. Un jour, tu arrêtes d'avoir des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas. T'es toujours le même. Là, c'est quand l'esprit est bien implanté, puis l'astral. Fait que là, tu fais plus de peine à personne. La nature du moi puis du moi-même, c'est une nature extrêmement simple, mais extrêmement complexe. C'est simple parce que c'est le produit de l'interaction entre l'astral et l'esprit. C'est le produit de l'interaction entre l'astral et l'esprit. Et l'esprit de l'homme et l'esprit de l'astral, c'est pas pareil.
Quand tu es dans ta tête, puis tu parles dans ta tête, tu as des niaiseux qui te parlent, ça, c'est de l'esprit de l'astral. Mais quelle différence qu'il y a entre l'esprit de l'astral et l'esprit de l'homme? C'est important de comprendre. L'esprit de l'astral, qu'il soit élevé ou qu'il soit bas, c'est un esprit qui est prisonnier du temps. Ça veut dire que l'esprit de l'astral doit un jour revenir dans une matière quelconque, sur un globe quelconque, pour que cette matière soit alimentée par l'esprit de l'homme. L'esprit de l'astral, c'est rien que de la mémoire. L'esprit de l'astral, ce n'est pas de l'esprit. Il n'y a pas d'esprit dans l'astral. Alors, s'il n'y a pas d'esprit dans l'astral, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'intelligence dans l'astral, il y a rien que de la mémoire. De la mémoire, c'est de l'intelligence en réserve, c'est de l'intelligence mémorisée, c'est de l'expérience mémorisée, c'est des mots, des pensées mémorisées, c'est des mots mémorisés. Alors, c'est important pour l'homme de savoir qu'il n'y a pas d'esprit dans l'astral. Il n'y a que de la mémoire dans l'astral. Il n'y a que de la forme dans l'astral. Et la forme est personnalisante. Étant personnalisante, nous donne à nous, les hommes, l'impression que ce sont des esprits dans l'astral. Ce n'est pas des esprits dans l'astral. C'est de la mémoire d'activité humaine enregistrée dans un plan qu'on appelle l'astral. Autrement dit, la niaiserie, tout ce qui est niaiseux, tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'est pas esprit est dans l'astral. Alors l'astral, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas esprit. Mais nous autres, on a l'impression que ce qui est dans l'astral, c'est esprit parce que ça parle, puis ça nous jase, puis ça nous fait faire des niaiseries, puis ainsi de suite. Mais ça fait partie du jeu de l'astral. Et là, la pogne. Et c'est ça qui crée le moi-même et le moi. Alors, le moi et le moi-même, c'est une construction de ce qui est astral dans l'homme. Et l'homme n'a pas besoin de moi et de moi-même, mais il a l'impression d'en avoir besoin d'un. C'est ça que tout le monde a son psychologue, son psychiatre. Puis, aussitôt qu'il y a un déséquilibre entre le moi et le moi-même, là, tu vas avoir un psychologue pour te faire redonner de l'équilibre. Mais dans le fond, l'équilibre qu'il te redonne, c'est un autre équilibre à l'intérieur du moi et du moi-même. L'esprit ne peut pas exister en tant que tel. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas être manifeste en tant que tel. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas agir créativement sur le plan astral. L'esprit agit créativement sur le plan mental. Alors, ce qui existe sur le plan astral, qui devient manifeste chez l'homme à travers une construction qu'on appelle le moi et le moi-même, est le résultat d'un lien karmique, un lien de mémoire entre l'homme et cette mémoire-là. Autrement dit, entre la conscience humaine et cette mémoire-là. Autrement dit, il y a un plan d'énergie dans l'homme qui est en harmonie vibratoire avec ce plan d'énergie-là qu'on appelle l'astral. Autrement dit, l'homme est astral. Il n'est pas mental. C'est pour ça que l'homme n'est pas dans son esprit, qu'il est, comme on dit, influencé par l'astral. Mais je veux toucher à ça plus loin. Est-ce que l'homme est réellement influencé par l'astral? C'est-tu vrai ça que l'homme est influencé par l'astral? C'est pas vrai. Quand on parle de l'influence de l'astral sur l'homme, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il existe dans l'homme du moi et du moi-même, qui est la construction astrale dans l'homme. Fait que c'est pas que l'homme est influencé par l'astral. L'homme peut être influencé par quoi? Par absolument rien. C'est impossible que l'homme soit influencé par quoi que ce soit. Suivez-moi bien. C'est impossible que l'homme soit influencé par quoi que ce soit. Le radio, il est-tu influencé par CKVL? Il n'est pas influencé par CKVL, le radio. Le radio, il y a des mécanismes, il y a un moi-même qui permet que CKVL rentre dedans.
Autrement dit, le radio, enlève-y un transistor, tu changes son moi-même, mais c'est combien, il ne peut plus rentrer dedans. Mais dis le transistor, c'est combien rentre dedans. L'homme, c'est la même chose. Son moi-même, change son moi et son moi-même à l'homme. Il ne peut plus être astral, il est automatiquement mental. Alors, quand on parle des influences qui existent dans le monde, on le parle en fonction d'une notion dynamique du rapport entre l'astral et la conversion de cette astralité en action pensante ou action dynamique sur le plan humain qu'on appelle l'homme à l'intérieur de son moi et de son moi-même. Autrement dit, il n'y a pas de division entre l'astral et l'homme. L'homme est astral. Comme il n'y a pas de division entre l'esprit et l'homme est demain esprit. Alors demain, l'homme deviendra homme-esprit, l'homme sera demain l'esprit dans la matière. L'homme sera demain esprit dans la matière. Comme l'homme est aujourd'hui astral dans la matière, actif dans la matière de l'homme, à travers un mécanisme créé par l'astral, faisant partie de la construction astrale, qu'on appelle le moi et le moi-même. Alors, aussitôt que l'homme vit au niveau du moi et du moi-même, il vit un certain niveau d'astralité, autrement dit, il est plus ou moins en dehors de son esprit. Quand l'homme est plus pantoute dans l'astral, quand il n'y en a plus pantoute dans l'homme d'astral, on dit que l'homme est fusionné. C'est-à-dire que l'homme est dans un état permettant à son esprit d'être totalement actif sur le plan mental, émotionnel, vital et physique. C'est ça la fusion, c'est pas tout ce que ça. Mais pour que l'homme soit fusionné, il ne faut plus qu'il y ait de moi et de moi-même. C'est ça, être fusionné. Être fusionné, c'est ne plus avoir de moi et de moi-même. Pas être fusionné, c'est d'en avoir un petit peu ou un petit peu moins. Alors, l'affaire du moi et du moi-même, ça va loin. Parce qu'il y a du bon moi et du bon moi-même, puis du mauvais moi puis du mauvais moi-même. Mais que le moi-même soit bon ou mauvais, c'est du moi-même pareil, puis ce qui est moi-même, c'est pas esprit, c'est astral. Fait que même si vous êtes un saint, vous allez au ciel, vous êtes encore dans le moi et dans le moi-même. Vous avez encore du chemin à faire. C'est pas facile de comprendre, de réaliser qu'est-ce que c'est le moi et le moi-même en fonction de l'esprit. C'est facile de le réaliser en fonction de l'astral parce que on en a la réflexion instantanée. Vous avez votre moi, vous avez tout du moi, là, quelque part. Vous avez tout du moi. Alors, ce moi-là, c'est de l'astralité vibrante sur un plan de l'âme qui permet de se manifester. Alors, le moi et le moi-même, c'est de la manifestation astrale chez l'homme. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit l'homme est influencé. On dit ça pour employer des termes qui permettent de créer dans l'homme l'esprit d'une psychologie dynamique d'influence. Autrement dit, on essaie de faire comprendre à l'homme qu'il y a un rapport entre quelque chose qui est plus ou moins bon pour lui, c'est-à-dire entre quelque chose qui devrait être altéré pour qu'il y ait autre chose en lui, c'est-à-dire son esprit. Alors on dit que tout ce qui crée dans l'homme de l'influence, tout ce qui crée dans l'homme de l'astralité, que ce soit bon ou que ce soit pas bon, c'est astral, et que tout ce qui est astral, ce n'est pas esprit. Si on ne disait pas à l'homme que l'homme est influencé de l'astral, l'homme étant tellement inconscient, il penserait que c'est lui qui fonctionne.